Merci de votre aimable fidélité et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. C'est Téléthon Covid-19, une émission spéciale sur New World Info en partenariat avec Focus Yaku et l'appui de l'Institut national d'assurance maladie du Togo. Un talk show réalisé donc par New World Info, la télé qui vous transforme. Et je rappelle que nous sommes en synchronisation avec deux chaînes togolaises, Radio-Télévision Delta Santé, RTDS et TV2. Cette fois, nous abordons la vie avec la Covid-19. Voici l'ordonnance. Des conseils et seulement 2 médicaments. Écrivez, je suis assuré. C'est INAM qui paye. Oh non, c'est notre INAM. À nous tous. INAM, notre INAM. Préservons-le. INAM, Niabe INAM. Préservons-le. INAM, bébé INAM. Préservons-le. INAM, c'est INAM. Préservons-le. INAM, bébé INAM. Avec INAM, se soigner n'est plus un souci. Et voici les invités au plateau. Myriam Dossou d'Almeida, elle est la directrice générale de l'Institut national d'assurance maladie du Togo, INAM. Et le professeur Kodjovi Maoli Kouchoro, il est économiste, vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à l'université de Lomé. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bougon. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission avec nous. Quelques chiffres avant de vous donner la parole. Le monde comme il va. La pandémie a fait à ce jour au moins 490 000 morts dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 125 000 décès. Suivent le Brésil, 55 000 morts. Le Royaume-Uni, 43 000 morts. L'Italie, 35 000. Et la France, au-delà de 20 000. L'Afrique tout entière totalise 8 000 morts. Chers invités, je reviens à vous. Êtes-vous inquiets de l'évolution de la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus et de ses conséquences sur l'Afrique? Professeur Kouchoro. Je pense que déjà avec les chiffres annoncés, on doit avoir peur. D'un point de vue de la santé, nous avons peur. Et en raisonnant sur le plan économique, je crois que l'on ne peut pas ne pas avoir peur. Parce que c'est du jamais vu, en tout cas de notre vivant. On n'a jamais vu une telle crise avec une telle ampleur. Et les historiens disent qu'il y a eu des crises graves dans le passé. Non, de notre vivant. En tout cas, tout ce que moi j'ai connu depuis ma naissance jusqu'à ce jour, j'en ai jamais connu. Et donc, de ce fait, ça donne vraiment une grande peur. Et déjà, les prévisions économiques laissent voir une récession économique sur cette année. Et donc, la Banque mondiale prévoit un ralentissement de l'économie amenant à une baisse de la croissance de 2,1 à 5, donc moins 2,1 à 5,1 en termes de croissance économique. Et donc, avec toutes ces conséquences, ça nous amène donc à avoir une certaine peur. Et vu qu'il y a aussi une certaine incertitude liée à cette crise-là, on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain par rapport à cette crise. Et donc, du coup, nous pensons qu'il y a lieu d'avoir vraiment peur. Ouais, vous avez lâché le mot récession, mais est-ce que c'est au-delà d'une récession ou en deçà? Est-ce que nous sommes en dépression? Quelle est la situation actuelle sur le plan économique? À l'étape actuelle, parler de la récession, c'est déjà un ralentissement économique sur 2 trimestres. Nous sommes donc à la fin du 2e trimestre et donc on a connu un ralentissement au 1er trimestre et donc cette tendance-là continue jusqu'au 2e trimestre. Et donc, il y a de quoi, même si dans le cas du Togo, nous ne disposons pas des données permettant de le faire, mais si on se fonde sur les prévisions de la Banque mondiale, il y a lieu de dire que nous sommes en récession. Maintenant, ce qui se passerait après, on ne peut pas dire que nous sommes en dépression, parce qu'on ne sait pas ce qui se passerait après. Et donc, les prévisions nous amènent à 2 scénarios. Premièrement, si la crise s'estompe dans le 2e semestre de l'année, donc le semestre prochain,
il y a lieu de penser qu'il y aura un rebondi, l'économie va rebondir. Et donc, si l'économie rebondit, à partir de 2021, on espère qu'il y aura une relance économique, davantage de croissance économique, mais qui n'atteindra pas le niveau qui avait été prévu avant la pandémie, avant donc coronavirus. Donc, ça veut dire que qu'il y ait reprise ou pas, les effets vont être, on va sentir les effets jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, s'il n'y a pas de ralentissement, s'il n'y a pas de reprise économique et que la crise continue pas à perdurer, il y a de quoi à dire que la crise aura son effet sur plusieurs années. Je vais prendre le pouls, on va dire même la température d'une directrice de société, une mère de famille, Madame Myriam Dossou. Que vous inspire cette situation de coronavirus? Nous avons des raisons suffisantes d'avoir peur. D'avoir peur pour deux raisons essentielles. Peur du Covid en tant que maladie, n'ayant pas ni de vaccin, ni de traitement curatif. Quand on entend les chiffres qui viennent de passer, la tentative de reprise et de réouverture dans certains pays qui ramène plutôt vers un resserrement des mesures restrictives, et le nombre de morts dans d'autres pays et tout près de nous, dans les pays limitrophes, l'avancée des chiffres, il y a de véritables raisons d'être inquiet. Les inquiétudes, c'est la peur du Covid, mais aussi, le professeur Couchero vient de le dire, les retombées économiques. Et donc, on est partagé entre allons-nous mourir du Covid ou allons-nous mourir de faim. Fort heureusement, les dirigeants du monde ne sont pas restés inactifs. On a pu voir au Togo des initiatives et on a compris que au cours de ces dernières semaines, la solidarité, l'engagement, la discipline sont les maîtres mots de notre survie. Justement, j'allais en venir. Vous avez parlé d'inquiétude, mais quand on voit les chiffres des pays qui entourent votre pays, le Togo, vous devriez être tranquille. Ces chiffres ne sont pas suffisants pour être tranquille. Nous sommes dans un espace économique où il y a des accords avec des frontières qui, pour la plupart, sont poreuses. Et vous avez suivi au cours de ces dernières semaines, dès que le Ghana a déconfiné, on a eu des cas de Togolais qui vivaient au Ghana, qui sont rentrés et qui étaient testés positifs. Donc, lorsqu'on est entre des pays où la tendance est plutôt à la hausse et la courbe est encore en train de remonter, même si au Togo, le nombre de cas par jour est nettement plus faible et maîtrisé que dans les pays limitrophes, on a de véritables raisons d'être inquiet parce qu'on ne va pas rester en permanence en autarcie, vivre renfermé sur nous. Il va falloir à un moment ou à un autre ouvrir, surtout quand les scientifiques nous disent que nous devrons nous habituer à vivre avec le Covid. Mais c'est une inquiétude raisonnée et raisonnable. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre que les indicateurs économiques s'améliorent ou se détériorent. Il y a forcément des initiatives à prendre. Et c'est ensemble qu'il faut les prendre. Professeur Couchero, Madame Dossou est en train de dire que la Covid-19 est en train de devenir la poche vide de 2020. Oui, je pense que, tel qu'elle a dit, il y a un arbitrage à faire. Soit nous allons mourir de Covid-19, soit nous allons mourir de faim. Maintenant, il y a aussi à chercher un juste milieu. Et c'est-à-dire que si nous cherchons à mettre trop en place toutes les mesures qui empêchent le fonctionnement de l'économie, nous risquons de ne pas disposer des moyens après pour faire face à cette maladie. Également, si nous adoptons certains comportements de sorte à privilégier les activités économiques au détriment du système de santé à mettre en place, nous risquons aussi de nous retrouver avec une situation que le système de santé ne peut pas contrôler. Et donc, il nous faut chercher un juste milieu ou bien trouver les moyens permettant de relancer les activités économiques tout en maîtrisant
tout en maîtrisant l'évolution de cette pandémie. Mais pendant longtemps, on a cru que l'Afrique devait avoir une résilience particulière face au coronavirus. Est-ce que c'est le cas? Nous avons tenté de creuser la question avec un universitaire camerounais en duplex, donc maintenant avec nous de Douala au Cameroun, le professeur Aimé Boni. Le professeur Boni est agrégé de cardiologie, spécialiste de la mort subite cardiaque à l'université de Douala. Il préside également l'association panafricaine du traitement des troubles de rythme cardiaque. Pour vous, professeur Boni, l'Afrique doit rester vigilante. Elle n'a pas donc d'immunité particulière contre la maladie à coronavirus, dites-vous? Je ne pense pas qu'il faille supputer d'une certaine résistance au coronavirus. Il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a aucune donnée scientifique qui vient démontrer ce concept, qui a pour seul objectif peut-être de rassurer et faussement rassurer les populations africaines sur des notions qui parfois sont divines, parce qu'on nous a parfois dit que c'est Dieu qui nous protège. Ça, c'est le cas du Burundi, avec l'ex-président, vous le savez, qui a dit aux Burundais que Dieu les protège. Malheureusement, son épouse a été atteinte. Lui-même, il s'en est allé, peut-être à cause de ça ou pas, on ne sait pas trop. Mais il faut que nous soyons assez sérieux dans nos déclarations. Il n'y a pas d'immunité pour les Africains. Il y a des facteurs qui sont connus comme étant des facteurs protecteurs. C'est la jeunesse de la population africaine. Ça, c'est démontré dans toutes les populations du monde. Les sujets jeunes sont moins atteints que les sujets âgés et ils meurent moins. Ça, on le sait. Et l'Afrique profite donc de cette aubaine-là, qu'elle a une population assez jeune, pour donc résister d'une certaine manière à ce qui a été annoncé comme quelque chose qui va dévaster l'Afrique. On n'en est pas à ça, Dieu merci, mais on ne peut pas encore crier victoire parce que nous n'avons pas atteint le pic dans plusieurs pays africains, donc on ne sait pas exactement comment est-ce que la maladie va se développer. Mais de manière claire et nette et tout, l'Africain, de manière intrinsèque, n'a pas une immunité particulière contre le coronavirus. Selon vous, quelle est la meilleure approche pour lutter contre cette pandémie en Afrique? Il y a 3 axes qu'il faut voir dans la bonne riposte contre une maladie, quel que soit le pays d'ailleurs, quel que soit le pays. En Afrique en particulier, il faut pouvoir impliquer l'État. L'État doit pouvoir s'impliquer. L'État doit pouvoir mettre en place des moyens pour pouvoir survenir aux besoins des populations à qui on va demander une distanciation sociale. Parce que il faut qu'on soit clair là-dessus. Rien n'est plus efficace aujourd'hui que le fait d'éviter d'être en contact avec un sujet atteint. Donc il faut casser la chaîne de contamination. Et pour casser la chaîne de contamination, il faut pouvoir respecter les règles de distanciation sociale, porter les masques, se laver les mains, observer au moins 1 mètre de distance avec le voisin, ce qui n'est pas possible en fait en Afrique avec les transports en commun que nous sommes obligés de prendre, sauf à ce que l'État puisse mettre en place un certain nombre de dispositions. Les pays européens l'ont fait, la France l'a fait, l'Allemagne l'a fait, l'Angleterre l'a fait parce qu'ils ont les moyens, ils ont la capacité. Et l'Afrique en a la capacité de manière absolue. L'Afrique a les moyens, mais c'est la gouvernance qui ne suit pas et qui ne permet donc pas aux États de pouvoir injecter suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins des entreprises, aux besoins des populations, des salariés. Donc, l'Afrique, la leçon que nous devons tirer de ce Covid en Afrique, c'est qu'il faut savoir bien gouverner nos États. Parce que nous ne sommes pas à l'abri des pandémies, des épidémies, des catastrophes qui demanderont aux États de pouvoir intervenir. Parce que l'État est là pour subvenir aux besoins des populations. Deuxième volet, c'est les scientifiques. Nous, les médecins, nous, les scientifiques, que ce soit les praticiens, que ce soit les médecins de la médecine conventionnelle, nous sommes suffisamment largués par rapport à ce que l'Occident nous présente aujourd'hui comme avancée dans la prise en charge, les traitements de ces maladies. Nous n'avons pas en Afrique
des données cliniques probants qui nous permettraient de dire que oui, avec nos décoctions africaines, nous sommes efficaces. Nous n'avons pas ce genre de données. Nous n'avons pas ces données-là parce que nous ne savons pas ou n'avons pas la volonté de mener des études randomisées, contrôlées, qui démontreront que tel traitement est plus efficace que l'autre. L'Afrique ne mène pas ce genre d'études. Aucune donnée acceptée par la communauté internationale ne vient de l'Afrique. Et ça, c'est un problème. Il faut que nous apprenions à rentrer dans la compétition scientifique mondiale, que certaines informations viennent aussi de l'Afrique. Nous nous contentons simplement de dire que telle décoction, elle est efficace. Tel tradipraticien dit qu'il soigne tout le monde. Mais en fait, on n'a pas de preuve à ça. La preuve scientifique est quelque chose de fondamental pour pouvoir arriver à endiguer la pandémie. Nous continuons à mourir en Afrique et nous mourons suffisamment. Et si nous mourons, c'est peut-être parce que nous ne faisons pas assez de recherches pour pouvoir déterminer ceux qui sont à risque, ceux qui sont traités, ceux qui sont bien traités et ceux qui ne sont pas bien traités. Donc, apprenons à être rigoureux dans notre approche scientifique. Ça, c'est le message que je donne à la communauté scientifique. Et il y a maintenant la population. La population africaine doit s'autodiscipliner. Nous ne nous autodisciplinons pas. Nous pensons toujours que c'est l'affaire des autres, ce n'est pas notre affaire. Or, la riposte commence d'abord par la population cible, celle qui est à risque, celle qui va développer la maladie et qui n'aura pas les hôpitaux pour pouvoir se soigner, qui n'aura pas les respirateurs pour pouvoir être intubés, parce que nos gouvernants n'ont pas investi suffisamment dans la santé. Donc, nous devons nous discipliner, nous, les populations. Les scientifiques doivent faire vraiment le boulot pour mener la recherche en Afrique et les gouvernants doivent investir pour donner aux scientifiques les moyens de soigner les populations. Chacun en a eu pour son compte. Hein. Et nous sommes rejoints au plateau par notre confrère Charles Midi de TV2. Charles, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Gilles et bonsoir à nos chers invités. Et voilà, nous traitons donc d'une thématique aussi importante, la vie avec Covid-19. Nous sommes condamnés donc à vivre avec Covid-19 et nous allons tout à l'heure avec vous, professeur Kouchourou, pour voir aujourd'hui c'est tout un dilemme pour nos pays dans la gestion de cette pandémie de coronavirus sur deux fronts, la santé et l'économie. Est-ce que nos pays ont-ils vraiment les moyens pour pouvoir gérer cette crise sur ces deux fronts? Je pense que la crise a été soudaine. Elle a surpris tout le monde. Et nos pays africains de surcroît qui n'avaient pas tous les moyens, qui n'avaient pas mis les moyens en place, les dispositions nécessaires pour faire face à une telle crise. Maintenant, elle est là. Il faut qu'on mobilise les ressources pour pouvoir y faire face. Bon, maintenant, en étant sur les deux fronts, c'est que déjà, la crise est partie de la sphère santé pour se retrouver dans la sphère économique. Sinon, il y a même une causalité bidirectionnelle. L'un vient toucher l'autre. Et donc, du coup, le fait que la crise ait un impact sur l'économie, donc affaiblit l'État dans la mesure où les ressources dont dispose l'État pour faire face à cette crise-là se trouvent être également en baisse. Les entreprises qui paient les impôts voient leurs activités au ralenti. L'État qui a recours aux ressources extérieures des pays partenaires également qui font face à la même crise. Et donc, du coup, la marge de manœuvre, la capacité de l'État à faire face à cette maladie-là est réduite à cause de l'effet que cela a sur l'économie. Mais n'empêche, il faudrait que l'État arrive pour se donner les moyens pour faire face à cette crise-là. Il faut que l'État adopte certaines politiques qui soient à la fois budgétaires, monétaires, et puis avec des appuis à la population. La particularité de cette crise, c'est qu'elle est à la fois un choc de demande et un choc d'offres. Et l'État, déjà, a mené des politiques de budget pour appuyer les entreprises. D'un point de vue monétaire également, les autorités monétaires ont pris des initiatives pour soutenir les banques commerciales dans leur refinancement, pour pouvoir assister les banques commerciales, et ensuite des moratoires qui sont accordés aux entreprises dans le paiement de leurs dettes. Et donc l'État
a donc pris des mesures. Mais l'inquiétude, c'est que on ne connaît pas l'efficacité de ces mesures-là sur le long terme. Jusqu'à présent, nous ne savons pas quelle serait cette efficacité pour permettre à l'État de rebondir et de disposer davantage de ressources pour faire face à cette pandémie. Pour faire face à cette pandémie, professeur, et selon vous, entre sauver les vies humaines et la croissance économique, quelle est la priorité aujourd'hui? Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'abord de soutenir le système de santé. Soutenir nos systèmes de santé. En fait, cette pandémie a révélé la faiblesse de nos systèmes de santé et donc ça a réveillé la nécessité de mettre en place un système de santé solide pour faire face à ces genres de pandémies. Et donc, face à cette situation, certes, nous n'allons pas négliger l'aspect économique parce qu'en les négligeant, c'est comme si nous portons préjudice à la capacité dont dispose l'État pour pouvoir soutenir le système de santé. Mais prioritairement, le système de santé doit être soutenu en espérant qu'on puisse maîtriser rapidement cette situation pour donner un bouffée un peu d'oxygène à l'économie et donc faire décoller notre économie. Est-ce que cette faiblesse du système de santé est assumée? Est-ce qu'elle est acceptée? Madame Dossou, est-ce que votre système de santé est faible? Monsieur Boko, alors, on essaie de faire le lien interrelationnel entre la riposte sanitaire et le risque et l'impact économique. S'agissant de la riposte sanitaire, elle est là. On l'a vu, les résultats sont là, malgré la faiblesse du système de santé, comme vous dites, assumé. Mais ça a été aussi l'occasion d'accélérer un certain nombre de projets de reconstruction, de consolidation du système sanitaire qui étaient déjà en cours. La surprise, elle n'a pas été qu'au Togo. Dans tous les pays, ça a été la surprise. Et nous avons eu la chance de voir venir, dans une certaine mesure, ce qui a permis aussi de prendre des décisions pertinentes qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Contrairement à ce que prônaient les sachants, l'Afrique n'a pas encore disparu depuis le Covid. La facture, elle va être énorme. Elle va être lourde. Mais il faudrait qu'on s'apprête à anticiper. Il faudrait qu'on s'apprête, pendant que le monde est fermé, qu'on se mette au travail. Pendant qu'on est enfermé, qu'on apprenne à développer notre environnement, à travailler et à initier, renforcer les solutions endogènes pour que nous puissions être très proactifs. Ce n'est pas évident, puisque à la fois pour l'entrepreneur, ceux qui font vivre nos économies, et je parle sous le contrôle du professeur Kouchoro, qui sait beaucoup de choses, il a un dilemme qui est un peu serré. Il doit choisir entre continuer à protéger son entreprise en prenant des mesures drastiques par rapport aux ressources utilisées et aussi conserver les consommateurs. Parce que si on se met à réduire le personnel, à réduire la production, on va avoir des difficultés. On aura des vivants avec beaucoup de chance, mais peu de consommateurs. Donc, il faut trouver le juste milieu, il faut trouver un équilibre. Et pour cela, il faut être il faut créer, il faut innover, il faut de l'inspiration. Et je sais que ce n'est pas de ça que nous manquons au Togo. Vous avez vu à quelle vitesse certaines solutions sont arrivées. On n'en fera pas le détail ici, mais les mesures qui ont été prises au Togo ont permis de contenir le développement de la maladie et d'atténuer l'impact sur une bonne partie de la population. Aujourd'hui, il faut qu'on accepte qu'on doit vivre avec le Covid, parce qu'on ne peut pas rester plus longtemps enfermé, on ne peut pas rester plus longtemps en mode autoconfinement, et il faut des mesures, il faut de la discipline. Nous sommes amenés à réduire la façon et transformer la façon dont nous interagissons, à la fois au plan privé qu'au plan professionnel. Mais il faut survivre après le Covid et il faut continuer économiquement à porter nos pays.
Des solutions sont en train d'être essayées, on voit, mais on va les aborder, ces différentes solutions. Hein. La situation, vous l'avez dit, si on fait un peu de comparaison, ça s'envole dans certains pays, les voisins, par exemple, au Bénin, la courbe monte, au Ghana également, la Côte d'Ivoire. Et Charles, au Togo, apparemment, la situation stagne. Elle semble oui, elle se contrôle, oui. Et madame, justement, nous sommes aujourd'hui, depuis hier, donc à 591 cas de contamination de coronavirus au Togo. La situation semble être sous contrôle selon les autorités. Madame, quels en sont donc les facteurs qui ont joué là-bas? C'est d'abord l'engagement des acteurs. L'engagement des acteurs, les décisions et les mesures prises, qui n'ont pas été des mesures importées. On entend dans certains pays, dès que la France déconfine, on entend des pays qui disent on déconfine. Mais au Togo, on s'est assis et on a vu des solutions qui sont adaptées à l'environnement togolais. On analyse les facteurs de risque. On identifie les différents leviers qu'on peut actionner pour atténuer ces risques-là, ce qui a été fait au Togo. Que ce soit le couvre-feu, qui a été mis en place progressivement ou en dents de scie selon, le confinement ou l'isolation des villes, le port du masque qui est venu en dernier, et toute la communication qui a suivi les décisions qui ont été prises, les mesures restrictives, que ce soit l'interdiction de se regrouper à plus de 15, les mesures qui concernent les rassemblements, les églises et les mosquées et tout le reste. Toutes ces mesures ont permis de contenir la pandémie. Mais aussi au niveau sanitaire, il faut rendre un hommage vraiment aux acteurs de la santé qui se sont engagés dans cette lutte aux premières heures, au moment où on traquait les personnes contacts, les cas contacts comme on les appelle. Donc il y a eu cette démarche qui permettait de cerner, dès lors qu'il y a un cas identifié et avéré, toutes les personnes qui peuvent être contaminées à partir de ces gens-là. Ça a vraiment aidé et ça a été. C'est vrai qu'à l'échelle d'un pays comme le Togo, c'est possible et c'est pour ça qu'on l'a fait. Aujourd'hui, on voit des pays où le masque n'était pas nécessaire, il est devenu. On a bientôt les tests à grande échelle. Le Togo s'est engagé également à faire des tests. Ils en faisaient à l'entrée du pays. Et toutes ces mesures combinées ont permis vraiment de contenir la pandémie. Et on peut dire que si nous continuons à être disciplinés, solidaires et surtout à prendre des mesures très opportunes, très pertinentes, on fera long feu. Le Covid n'a certes pas dit son dernier mot, mais nous devrions nous armer pour longtemps. Oui, apprendre. Nous devons donc apprendre à vivre désormais avec le coronavirus, de la pandémie à l'endémie, la vie avec Covid-19 au Togo et les mesures de résilience. Sujet. Lomé quasi déserte, le centre-ville silencieux. Même chose dans les quartiers de la capitale togolaise. Les activités non essentielles sont stoppées et les durées de travail dans la fonction publique raccourcies de presque la moitié pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Comme la plupart des pays africains, le Togo a opté pour le confinement partiel, un coût supplémentaire pour l'économie des revendeuses de pagnes au grand marché de Lomé qui souffre depuis la fermeture des frontières et l'instauration de l'état d'urgence sanitaire ainsi que le couvre-feu. Comme fille à Ivoirien, il travaille au Togo pour nanami les filles. Voilà, comme il doit avoir tout bien pour on va les voir donc c'est un balai son ami. Mi les va ayami va hona. Mi les filles à sami mu les salons. Que doit bava, elle n'avait amené quoi non. Va doler ou minto. Situation pandémique oblige, le gouvernement lance alors un programme de transfert monétaire dédié aux personnes les plus affectées par la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures gouvernementales. Nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées.
Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. 400 000 ménages doivent bénéficier de cette gratuité de la tranche sociale. Si vous consommez uniquement les 40 kWh dans le mois, vous n'aurez rien à payer. Donc c'est d'ailleurs le sens même de la décision du chef de l'État, parce que c'est beaucoup plus pour les cas sociaux. Aujourd'hui, la circulation est plus ou moins dense et la reprise du chemin de l'école partielle. La vie reprend son cours progressivement à Lomé. Coupée du monde pendant au moins 90 jours, cette ville d'environ 2,5 millions d'habitants a vu quelques restrictions liées au Covid-19 allégées, ouvrant la porte à de petites activités économiques encore timides. Au début de la pandémie, en mars, au Togo, il a fallu 8 semaines pour atteindre la barre des 100 contaminés de Covid-19. Mais en l'espace des 2 premières semaines du mois de mai, la courbe de contamination de la pandémie s'est considérablement élevée, où plus de 300 cas supplémentaires ont été enregistrés. En une semaine, nous sommes passés de 219 cas cumulés à 338 cas le 19 mai. Début juin, la situation pandémique s'est améliorée, poussant les autorités publiques à alléger davantage les restrictions dans le pays. Ça, voilà le point de la situation sur le Togo. Oui, et justement, on a vu l'impact du coronavirus, ce n'est pas seulement humain, mais aussi c'est sur le plan économique. Professeur Okuchuru, aujourd'hui, quelle approche de solution pour les secteurs sinistrés comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et l'aéronautique? Ok, je pense qu'il n'y a pas que ces secteurs-là. Oui, il n'y a pas que ces secteurs. D'abord, l'État doit toujours poursuivre ses mesures, les mesures d'accompagnement des entreprises. Parce qu'actuellement, le seul à pouvoir y intervenir, c'est l'État. Parce que s'il le fait, tout le monde y gagne. S'il ne le fait pas, nous perdons. Parce que si l'État le fait, les entreprises vont retrouver une santé, ce qui permet de créer ou de préserver les emplois, ce qui permet en outre de générer des ressources, de créer de la richesse. Et au même moment, l'État y gagne dans la mesure où il aura davantage de la matière imposable pour pouvoir faire face à la demande sociale. Et donc, il est dans son intérêt de jouer son rôle ici pour qu'il y ait une relance économique. On doit toujours continuer à soutenir les entreprises. Les délais moratoires accordés aux entreprises qui ont des difficultés à faire face à la crise actuelle, tout en étant prudent pour ne pas sauver les entreprises qui sont dans une situation de mauvaise gestion, à faire une distinction entre celles qui ont des difficultés liées à la crise et celles qui ont des difficultés liées à une mauvaise gestion de leurs entreprises. Et donc accorder un délai moratoire à ces entreprises-là en matière de remboursement de leur crédit. Et ça, c'est à étudier au cas par cas. Et ensuite, à travers les mesures de refinancement de la Banque mondiale, de la Banque centrale, excusez-moi, les entreprises doivent disposer des crédits nécessaires pour pouvoir avoir davantage de moyens pour répondre à d'éventuelles demandes. Parce que la Banque centrale a mis en place des mesures pour alléger le refinancement des banques, pour qu'elles disposent davantage de financement pour refinancer ensuite les entreprises. D'un point de vue fiscal, l'État a pris certaines mesures et nous pensons qu'il doit continuer toujours dans cette lancée. Parce qu'à un moment donné, vous savez, cette théorie ou bien ce concept qui dit trop d'impôts, ça tue les impôts, l'État n'aura pas à gagner en mettant trop de pression fiscale sur les entreprises. Il faut étudier une situation qui arrange tout le monde et l'entreprise, parce qu'il ne sert à rien que l'entreprise ferme la porte du fait des impayés liés aux impôts, et donc c'est des pertes d'emploi qui s'en suivent, et donc il revient à l'État de trouver des voies et moyens pour pouvoir alléger un tout petit peu le poids que constituent les mesures fiscales sur ces entreprises. Également pour la population, voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut soutenir des populations qui sont vulnérables à cause de cette crise. Alors, Madame Myriam Dossou, est-ce que le soutien de l'État aux populations, aux entreprises, est-ce que vous trouvez cela conséquent? Est-ce que ça peut permettre de soulager les peines? Absolument. Je pense que c'est déjà une étape
dans la résolution, dans la réduction de l'impact de la pandémie. Il existait déjà des programmes de transfert monétaire, par exemple, mais avec le développement de la pandémie et les dommages collatéraux que ça pouvait faire de façon évidente et importante sur certaines activités, il a fallu étendre ces programmes-là à des populations qui n'en bénéficiaient pas. Et il faut pouvoir trouver un moyen de transformer ces solutions conjoncturelles en solutions structurelles, vu que nous allons vivre longtemps avec la Covid, et aussi que les conséquences ne passeront pas sur un claquement de doigts. Et je me demande d'ailleurs, et c'est une question que je poserai bien volontiers au professeur Couchoro, si les théories économiques qui ont été construites au cours des 2 millénaires qui ont précédé notre présence sur ce plateau vont permettre de résoudre la grande équation de la Covid au XXIe siècle. Il y a certes eu des pandémies, mais ce n'était pas dans des contextes de mondialisation, ce n'était pas dans des contextes où les populations étaient aussi imbriquées et l'économie mondiale n'avait pas ce niveau de mondialisation, pour le dire ainsi. Donc, je pense qu'il va falloir réinventer et reformer profondément les théories qui permettent aux populations de vivre ensemble sur la terre. Je vous invite maintenant à apprécier ce qui se fait du côté du Sénégal dans le registre du soutien de l'État aux entreprises. En duplex de Dakar, donc Rivolal Rati Mandressi, il est le CEO, cofondateur de RDE. RDE, c'est le premier accélérateur multisectoriel d'appui et d'accompagnement privé des PME-PMI du Sénégal. Rivo, l'État sénégalais a fait de son mieux, dites-vous. Merci pour votre question, Gilles, et en tout cas, merci pour l'invitation. Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais peut-être pour vos téléspectateurs, peut-être résumer rapidement le dispositif qui a été mis en place ici par l'État du Sénégal pour soutenir ces PME, rapidement. Donc, en gros, en fait, c'est un dispositif on peut le synthétiser en 3 parties. Donc, il y a un dispositif financier, il y a un dispositif fiscal, il y a un dispositif de soutien à l'investissement. Donc, l'État du Sénégal a mis en place pour soutenir les entreprises du Sénégal, pour la partie financière, une enveloppe de 602 milliards exactement, qui se répartit comme suit. Il y a 302 milliards que l'État du Sénégal a consacrés pour apurer les dettes internes, en gros, donc les dettes que l'État du Sénégal a envers ses fournisseurs. Il y a 100 milliards d'apports financiers que l'État du Sénégal a mis à disposition auprès des secteurs fortement sinistrés par cette situation, donc notamment le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, du transport et agriculture, et puis des jeunes, et puis etc. Et enfin, il y a une enveloppe de 200 milliards que l'État du Sénégal avait mis en place dans le cadre d'un mécanisme de crédit bancaire. Donc c'est via les banques. Donc globalement, c'est un crédit qui doit avoir une durée maximum de 8 ans, un différé de 24 mois, un taux de 3,5% et un guichet pour PME et un guichet pour les grandes entreprises. Donc ça, c'est pour la partie financière. Maintenant, pour le dispositif fiscal. Donc, l'État du Sénégal a mis en place, donc, pour les entreprises, notamment les PME, ce dont nous allons parler, un différé de ce qu'on appelle le paiement des impôts. Vous voyez, au Sénégal, j'imagine comme à Lomé également, le 15 de chaque mois, chaque entreprise doit faire un certain nombre de déclarations. Et l'État du Sénégal, donc, a permis à l'ensemble des entreprises du Sénégal jusqu'au 15 juillet de surseoir au paiement de ces impôts. Ensuite, l'État du Sénégal a également donc, mis à disposition une enveloppe estimée de 200 milliards pour une remise partielle des dettes fiscales constatées au 31 décembre. Ensuite, l'État du Sénégal également a permis à son administration fiscale de transformer en subvention un certain nombre d'impôts. Vous voyez, les entreprises paient un certain nombre d'impôts. Donc, c'est essentiellement en fait les impôts liés au salaire. Donc, ici, on appelle donc la retenue à la source, la CFCE, la TRIM, c'est-à-dire que c'est un dispositif. Donc, toutes les entreprises qui doivent payer ces taxes-là
elles peuvent en fait donc le transformer en subvention. Donc ça veut dire qu'au lieu qu'elles paient à l'administration, donc l'administration leur accorde, forcément sur certaines conditions. Et l'administration permet en même temps à faciliter le remboursement des crédits TVA. Okay, et dans cette période-là, nécessairement, l'administration est devenue beaucoup plus souple dans tout ce qui est redressement, recouvrement des dettes fiscales et douanières. Et enfin, pour la partie aide le soutien à l'investissement, il y a un report. L'État du Sénégal donc, a mis en place un report de 12 à 24 mois du paiement, du versement de la TVA, soit à l'administration fiscale ou soit à la douane, justement d'une valeur de 15 milliards. Ça, c'est pour soutenir l'investissement. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même, l'État a mis un effort conséquent sur, du moins pour aider les entreprises à surmonter cette période-ci. Alors, professeur Kosoro, nous allons aborder les conclusions de ce panel. Et je voudrais vous relancer sur l'interpellation de Mme Dossou. Elle semble dire que la réponse à cette crise à la fois sanitaire et économique, la solution ne se trouve pas dans vos documents économiques pour le moment. Ça veut dire qu'il faudra creuser. Non, l'histoire a toujours montré qu'à chacune de ces crises, l'économie a toujours, ou bien les économistes ont toujours proposé des solutions. Et c'est ce qui nous a amené à sortir de ces crises. Et donc nous sommes en plein dans ces crises et on verra bien par la suite si nos solutions ont été efficaces ou pas. C'est comme, en fait, une crise économique, c'est normal. La vie, enfin l'histoire humaine a toujours montré qu'il y a eu des crises. C'est comme vous dites, le médecin a échoué parce que l'humain tombe malade. Non, quand il tombe malade, le médecin arrive à trouver une solution pour le remonter. Donc c'est ça le rôle que joue l'économiste. Il est vrai que à chaque situation, sa solution. Il n'y a pas de solution standard dans la mesure où les crises ne sont pas toujours les mêmes. Et donc l'économie cherche toujours à... Et chaque fois qu'il y a certaines crises, il y a de renouveau. On revoit un peu les théories économiques, on y intègre de nouveaux paramètres, de nouveaux éléments permettant donc de réorienter ou d'améliorer nos outils de prévision et de solution aux crises économiques. Et oui, madame, avec vous, qu'est-ce qui va changer au niveau de l'INAM après cette crise sanitaire de Covid-19? La crise sanitaire a certainement alerté sur la nécessité de renforcer les systèmes de soins, même les plus résilients dans le monde. L'assurance maladie au Togo va jouer pleinement son rôle dans le financement de la santé. Et donc, comme vous le saviez déjà, les initiatives et la vision qui était la couverture maladie universelle, qui a commencé et qu'on a commencé à implémenter, va s'accélérer avec une passerelle très forte et bien structurée avec l'offre de soins. La demande, elle est là. Elle va être renforcée aussi, mais il faudrait que nous soyons là et qu'on soit prêts avec tous les acteurs économiques, avec l'État qui va jouer son rôle, avec les acteurs de la santé qui joueront pleinement le leur pour réinventer le financement de la santé, la couverture maladie. La Covid-19 n'a pas que des mauvaises conséquences. Et quand on regarde déjà aujourd'hui, on se rend compte que se laver les mains souvent a permis de réduire la fréquence des maladies infectieuses et diarrhéiques. Porter un masque va réduire aussi les rhinites allergiques et toutes les maladies respiratoires. Et il y a un certain nombre de bonnes habitudes que nous allons garder. Ça fait un peu d'économie pour l'INAM. Pour l'INAM et surtout pour les Togolais. L'INAM n'a pas vocation à faire des économies, mais plutôt à investir, à donner l'argent au système de soins pour qu'il puisse répondre à la demande croissante. Il vaut mieux en faire pour être mieux soigné. Et je retiens de ce plateau qu'il faut rester optimiste malgré tout. Bien entendu, comme l'a dit madame, je pense que cette crise n'a pas que des côtés négatifs. Et moi, je pense que cette crise, c'est une opportunité que l'Afrique doit saisir. C'est pour cela qu'il faut déjà commencer à penser à après Covid-19. Merci.
professeur Kouchoro. Madame Dossou, merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'INAM, Institut national d'assurance maladie du Togo. C'était un plaisir de vous avoir eu avec nous. Je reviendrai à chaque fois que vous m'inviterez. Avec plaisir, à chaque fois que vous appuierez les initiatives de communication pour lutter contre la Covid. Merci. Charles Midi. Merci beaucoup à Gilles. On va dire merci aussi au professeur Kouchoro. C'est moi qui me dis merci. Une pause de quelques minutes. Un nouveau panel avec d'autres invités universitaires et patrons d'entreprises. Après Covid-19, il y aura une vie. À tout de suite.